Salut à tous et à toutes, particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission Forum Ado qui donne la parole à la jeunesse sur les antennes de Label Télévision et Radio. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille et très particulièrement, nous ferons un focus sur la famille dite monoparentale. Nous verrons comment est-ce que ce type de famille influence justement le modèle de vie des hommes en société. Pour en parler, j'ai avec moi, à ma droite pour commencer, Madame Mireille Nzoubou qui aujourd'hui a l'allure d'une Sud-Africaine. Bonjour Marvin, bonjour Edou, bonjour à nos invités et aux téléspectateurs. Je suis tout simplement panafricaine. Mireille Nzoubou, comment vous allez? Ça va très bien, ça va très bien. Merci. En tout cas, nous sommes contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Plaisir est partagé. Pour partager ce plateau également, nous avons celui qui s'appelle l'animateur 2.0. Il est communicateur, il est également étudiant, il essaie comme ça de manager toutes ces choses en même temps. Et je vais vous le présenter, c'est Monsieur Edou Hyde. Bonjour à vous. Bonjour Marvin. Comment vous allez? Je vais très bien, j'espère que toi aussi. En tout cas, merci d'être avec nous, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, pareillement. Avec nous avons, je vais commencer par où? Commençons par les Ivoiriens. Karel Goli, bonjour à vous depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Bonjour Marvin, comment tu vas? Comment vous allez? Excusez-moi. Tout va pour le mieux ici, et vous? Ça va. Alors, ici, tu te présentais à nos téléspectateurs. Alors, je suis Karel Goli, je suis blogueuse, féministe, consultante politique. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je suis maman aussi, famille monoparentale, et j'aime bien ce thème. Merci bien. Alors, à nos côtés, nous avons celui qui s'appelle Monsieur Patrick Sénou-Bétomé. C'est un ami de l'émission, c'est un visage qui est connu. Mais aujourd'hui, il ne nous appelle pas depuis Parakou, ni depuis Cotonou, mais il nous appelle depuis la France. Patrick Sénou-Bétomé, bonjour. Bonjour, cher ami Marvin. J'espère que vous vous portez très bien. En pleine forme, en tout cas, grâce à Dieu. Heureux d'être parmi vous, comme d'habitude. En tout cas, aujourd'hui, on vous donne cette opportunité de mieux vous faire connaître de nos téléspectateurs. Présentez-vous de vous-même, s'il vous plaît, Monsieur Patrick Sénou-Bétomé. D'accord, c'est Patrick Sénou-Bétomé, béninois d'origine et résident actuellement à La Rochelle, en France. Je suis juriste de formation. C'est bien compris. Merci pour cette présentation ô combien succincte et claire. Nous parlons de famille. Madame Nzoubou, déjà, commençons par vous. Quelle compréhension vous avez-vous de la famille? Ma compréhension de la famille, la famille, c'est tout simplement cette cellule qui fait la base de la société et de la famille humaine. Vraiment simplement, c'est ça, c'est cette cellule qui rassemble plusieurs personnes et qui est à la base de la grande famille humaine. C'est bien compris. Voyons voir avec Monsieur Edou Hyde si on retient la même chose. Bon, écoutez, ça n'a rien de très différent. Après, pour moi, la famille, ça reste cet environnement-là, là où on peut retrouver une mère, un père et puis les enfants. Et puis, de façon plus élargie, on retrouve, par exemple, la famille un peu plus éloignée, les oncles, les tantes, les cousins, etc. Un père, une mère, des enfants, on va le dire de façon idéale parce qu'à côté de cela, il y a des familles qui ne sont pas composées des deux parents. Je ne sais pas si nos amis, commençant par Karel, veut se prononcer là-dessus. Sinon, elle nous dira justement qu'est-ce que représente la famille pour elle. Déjà, la famille, on peut la définir comme un groupe social, un groupe de personnes qui sont liées par des liens de sang ou par des liens aussi par des alliances comme le mariage. C'est un ensemble d'ascendants et de descendants. On va dire que c'est la première cellule de la société, dans la mesure où la société est composée de plusieurs familles, d'une mosaïque de familles. Donc c'est un groupe social qui est lié soit par le sang, soit par le mariage et un ensemble d'ascendants et de descendants. Pour moi, la famille est très importante, comme je pense comme toute personne d'ailleurs, dans la mesure où nous sommes issus d'une famille, c'est la première sphère de socialisation, c'est là où on reçoit la première éducation et c'est là aussi où on transmet l'éducation. Donc pour moi, la famille est très importante. Patrick Sénou-Bétomé, le micro est de votre côté. Ok, merci. Difficile d'ajouter quelque chose quand les précédentes personnes ont dit l'essentiel de ce qu'il a dit. Comme l'a dit Karel, la famille, c'est la première cellule de la société, c'est la première cellule de développement de la société.
la famille est la première cellule de développement de la société. Et il y a une assertion qui dit qu'on ne peut pas avoir justement de société stable si on n'a pas de foyer stable. J'ai bien envie de voir réagir sur cette assertion, Monsieur Patrick. En effet, parce que la cellule concentre en elle-même le citoyen. C'est dans la famille qu'on éduque l'enfant qui va devenir le citoyen de la société. C'est dans la famille que s'applique l'économie locale. C'est dans la famille que s'appliquent les règles civiques. Donc, la famille, l'étude de la famille permet de représenter à l'échelle nationale ou internationale, ou à l'échelle sociétale, on va dire, ce qu'est l'image justement d'un pays. Je vais me tourner vers Madame Zoubou. Madame Zoubou, on le disait tout à l'heure, en principe, dans toute école qui se veut, je vais dire, sérieuse, il est enseigné justement que le modèle type de famille, c'est la famille restreinte, là où il y a papa, maman et les enfants, on va le dire comme ça. Mais à côté de cela, il y a plusieurs autres types de familles, entre autres la famille monoparentale. Est-ce que vous estimez que tous ces types de familles se valent? Bien sûr, parce que lorsque tu dis qu'à l'école, la famille idéale, c'est papa, maman et les enfants, okay. ça je dirais, c'est peut-être sous d'autres cieux, la famille moderne. Parce que lorsqu'on parle en Afrique de Vous dites famille moderne? Oui, lorsqu'on parle en Afrique de famille, c'est vraiment très élargi. C'est très élargi. Et lorsque tu parles de famille monoparentale, qu'une famille soit composée d'un père, d'une mère, des enfants, ou même avec une grand-mère, ou même une famille monoparentale, ça reste tout d'abord une famille. Et c'est très important de vraiment préciser qu'une famille reste d'abord une famille, qu'elle soit même monoparentale, c'est d'abord une famille. C'est vraiment, comme on l'a dit, tour à tour, c'est une cellule, c'est là où on apprend, on fait nos premiers pas, où on apprend la socialisation. Ça reste tout d'abord une famille. Parce qu'il faut bien se dire que vous êtes très très jeune, lorsque vous pensez famille aujourd'hui, vous pensez papa, maman et vos enfants. Moi, par exemple, je pense différemment. Pour moi, la famille, ça peut être papa, maman, les enfants, avec peut-être des personnes qui n'ont pas forcément des liens de sang avec nous, qui peuvent intégrer notre famille. Ça peut être bien sûr avec mamie, avec papy, ou avec des cousins, avec des tantes. Pour moi, c'est ça ma définition de un raisonnement de vieux famille. de votre jeune âge ou un raisonnement qui est né avec les années, l'expérience? Je dirais vieux de mon jeune âge. Je dirais ça comme ça. Bien particulière, Madame Zoubou. On va voir réagir Monsieur Edou Hyde. Alors, par rapport à ce que je peux te tutoyer, Marvin, on va le faire comme ça. Donc, par rapport à ce que tu as évoqué comme étant ce que tu appelles la famille idéale, je vais faire le rapport avec ce qu'on peut appeler la famille normale. Mais moi, j'ai une notion un peu particulière de ce qu'on appelle la norme, parce que j'estime que la norme s'adapte à un contexte particulier. Comme on le sait très bien, on peut considérer quelque chose de normal ici et être anormal autre part. Après, ce que je pense, pour moi, la famille idéale ou normale, comme on peut le dire, c'est cette famille-là où on a la capacité de trouver l'équilibre. Comme on le disait tout à l'heure, la famille, c'est d'abord la cellule de fondement. C'est là où on acquiert ses premiers réflexes, ses premiers comportements. Et c'est justement, comme le disait un de mes profs au lycée, vous représentez, c'est monsieur Follo qui m'a tenu en quatrième, il disait, chaque élève autant que vous êtes, vous représentez votre famille et votre quartier. Ah oui, on en a beaucoup dit. Vous êtes celui-là qui emmenez, voilà, vous êtes le reflet effectivement de ce que vous recevez dans votre cellule familiale. C'est tout ça pour dire que la famille idéale, c'est là où on trouve l'équilibre. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas d'équilibre, tu auras du mal à être quelqu'un de concret dans la société, quelqu'un de valeureux dans la société. D'où, pour moi, je reviens là-dessus, la famille idéale, c'est là où on trouve l'équilibre. Qu'il y ait la mère, qu'il y ait le père ou un oncle, c'est simplement l'équilibre. Et l'équilibre, c'est ce qu'on veut atteindre. Et lorsque cela est atteint, je pense qu'on a une famille idéale. C'est bien compris, rien à redire. On va peut-être se tourner du côté de Karel Goli qui est à Abidjan avec nous. Karel Goli, alors dites-nous, dans la Côte d'Ivoire qui est la vôtre, quel est le paysage justement qui est prédominant au niveau de la Côte d'Ivoire concernant les types de familles? En Côte d'Ivoire, on a tous les types de familles. On a des familles monoparentales, on a des familles recomposées, on a des familles nucléaires, comme on aime le dire, papa, maman, les enfants, on a des familles élargies.
Et c'est assez intéressant. De plus en plus, chaque famille s'assume comme elle est. Si vous avez une maman qui a ses enfants, il n'y a plus vraiment de honte pour une maman d'éduquer son enfant seul ou pour un papa de le faire. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est véritablement cet équilibre dont mon prédécesseur parlait qui est recherché. Où est-ce que l'enfant se sent à l'aise? Quel est l'intérêt supérieur de l'enfant? Si cet équilibre-là, il est trouvé, quel que soit le modèle de famille, je pense que tout est admis en Côte d'Ivoire et même la législation a changé, puisque de puissance paternelle, on est passé à autorité parentale. Pour penser justement à ces familles où il n'y a pas forcément le mariage, où il n'y a pas forcément deux parents qui vivent ensemble, où on peut se trouver dans une situation de monoparentalité, pour que le parent qui à la charge de l'enfant puisse l'éduquer valablement et faire valoir ses droits devant la justice. Et c'est depuis 2019 que la loi sur la famille a été actualisée. Alors il faut dire qu'ici au niveau de Libreville au Gabon, les chiffres sont généralement insaisissables, j'ai envie de le dire comme ça, mais à le constater, on se rend compte que les familles monoparentales sont beaucoup plus nombreuses que des familles restreintes, que des familles récomposées. Et tout à l'heure on le disait, lorsqu'on parle de famille, pour parler de Edu Hyde, on cherche l'équilibre. Pour parler de Madame Zoubou et l'intervention de Patrick, on parle de développement. Est-ce que vous pensez que le développement justement d'un enfant est le même quand il est dans un environnement monoparental? Et très souvent, on sait que c'est la maman qui vit avec l'enfant et pas le papa. Dans la plupart des cas, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez que le développement, l'équilibre psychologique de l'enfant est au rendez-vous? Je suis avec Karel. Oui, je pense que l'équilibre et le développement de l'enfant dépendent des parents. Vous voyez, nous qui sommes dans le domaine des droits de l'homme, on a souvent des cas où l'enfant est dans une famille dite normale, et où est-ce qu'il est maltraité, où est-ce qu'il est traumatisé, où il est abusé. Et il a ces deux parents. On a aussi des enfants qui sont dans des familles de monoparentalité qui sont à l'aise. Donc tout dépend vraiment de l'adulte qui en prend soin du parent. Et c'est pour ça que j'aime à le dire, on ne naît pas parent, on apprend à être parent. La parentalité s'apprend, mais c'est aussi ce qu'on a reçu qu'on transmet. Alors, c'est l'éducation et les valeurs que vous avez reçues, que vous transmettez à vos enfants. Pour moi, en fait, un enfant n'est pas forcément déséquilibré parce qu'il est éduqué par l'un ou l'autre parent. Un enfant peut être déséquilibré dans une famille normale, mais il va maintenant falloir se tourner vers les valeurs qu'on inculque à nos enfants. Et cela aussi passe par les médias. Est-ce qu'on laisse voir au travers de la télé, ça va passer par Internet, ça va passer par plein de facteurs qui peuvent déséquilibrer l'enfant, quand bien même il peut être dans une famille assez stable. Avant de faire réagir Madame Mireille Nzoubou qui a des papillons dans le ventre, je vais demander à Patrick Métomé de se prononcer sur cette question, s'il vous plaît. Alors, d'accord, merci. Pour ma part, je pense que dans les familles normales, je vais parler de celle composée de la mère, du père et de l'enfant. Il y a forcément un environnement d'épanouissement psychologique pour l'enfant, parce que autant l'enfant a besoin de l'amour maternel, il a également besoin de l'affection paternelle. Et donc, la question que vous posez est d'autant plus intéressante que de plus en plus, avec l'admission dans certains pays de mariage homosexuel, la question se pose de savoir si dans des couples où les sexes sont de même nature, l'enfant profite de cet environnement-là. Ce qui est certain, c'est que l'on soit dans une famille restreinte, une famille élargie, quelle que soit la famille, l'enfant peut apprendre à utiliser ses faiblesses pour justement s'armer pour la vie. Donc l'avenir de l'enfant n'est pas forcément entièrement conditionné par le type de famille dans lequel il a vécu, dans laquelle il a grandi. Par contre, le type de famille va déterminer justement les peurs psychologiques qu'il va devoir affronter pour toute sa vie. En tout cas, merci pour cette intervention. C'est un son de cloche qui résonne très fort sur ce plateau. On va écouter Madame Zoubou et je reviendrai tout à l'heure avec vous pour une question. Madame Zoubou.
Alors moi, je pense personnellement que vivre dans une famille monoparentale n'empêche pas l'épanouissement de l'enfant. Moi-même, j'ai vécu dans une famille monoparentale parce que j'ai perdu mon père. Vraiment, j'étais très petite, donc j'ai vécu avec ma mère. Mais il y avait autour des tantes qui étaient là, il y avait l'arrière-grand-mère qui était présente aussi, il y avait la grand-mère qui était présente. Et le fait d'avoir vécu dans une famille monoparentale, bon, je pense pas que je sois déséquilibrée psychologiquement ou non. Au contraire, même souvent lorsque je dis à tout le monde que j'ai vécu dans une famille monoparentale, ils me disent mais on ne dirait pas que tu as vécu dans une famille monoparentale parce que tu n'es pas du tout. Parce que certains pensent que tu es déséquilibré, que forcément tu finis dans la rue, que forcément avec la jante masculine tu as forcément un problème. Non, ça dépend de l'amour que vous recevez, des valeurs qu'on vous inculque. Et c'est pour ça que je dis que lorsqu'on parle de famille monoparentale, c'est vrai qu'on peut vivre avec un seul parent, mais autour, il peut y avoir beaucoup de personnes comme ça qui brodent un peu cette famille et qui vous rajoutent l'équilibre. Vous savez, en Afrique, même dans le milieu rural, on a autour des papis, des mamies qui sont là. Dans les villages, on vit ensemble. Dans les villages, la famille, c'est pas papa ou maman, c'est le village entier qui est la famille. Lorsque votre père décède, vous avez toujours un oncle qui est là pour jouer le rôle jouer c'est vrai, pour être un peu votre papa, le frère du père ou la sœur de la mère qui est là pour vous accompagner. Et dans beaucoup de familles monoparentales, c'est ce qui se passe. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi parce qu'il y avait des oncles qui étaient là, qu'on appelle papa. Il y a des mamans aussi, des petites mamans qui étaient là. Et en fait, on a la solitude d'un parent qui soit décédé ou qui soit tout simplement parti, qu'il ait quitté le père ou la mère. On a bien sûr ce manque, mais il y a des personnes qui sont là, qui vous donnent de l'amour, qui vous aident, qui vous éduquent aussi comme un père et qui en fait vous permettent qui permettent votre équilibre. Et Edo parlait de la norme lorsqu'il parlait de la norme. La norme, comme il dit, ça dépend d'où on se trouve, du contexte, de l'environnement. Mais dans notre environnement africain, lorsqu'on parle de famille monoparentale, je pense que ça ne se limite pas à un seul parent, parce qu'autour, il y a la famille africaine qui est là pour soutenir ce père. Parce que quelquefois aussi, dans les familles monoparentales, ce sont bien sûr des hommes qui élèvent seuls l'enfant ou leurs enfants, qui sont là pour justement permettre à ce parent seul de ne pas porter à lui seul l'éducation de l'enfant ou des enfants. Alors Madame Zoubou, maintenant que vous êtes une femme, j'ai envie de dire, mûre et affranchie, moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez du rôle d'un père dans un foyer, sachant que le père ici se présente, je ne dirais pas comme l'autorité parentale, mais comme l'ordonnateur. C'est le père qui donne des ordres, c'est le père qui donne justement la ligne de conduire. Non, pas qui donne des ordres, là ça fait... C'est l'ordonnateur, on peut le dire comme ça. Papa généralement il donne des ordres, même si souvent maman vient à côté pour dire petit, laisse tomber. Mais un enfant qui écoute papa tonner, à un moment donné, ça favorise un certain équilibre. Vous, qu'est-ce que vous pensez du rôle d'un père dans un foyer? Mettons de côté peut-être votre expérience, hein. Bien sûr, c'est vrai que le rôle du père est important dans le foyer parce qu'il apporte cette autorité, que peut-être cette rigueur que peut-être les mamans n'ont pas. Que les grandes-mères aussi n'ont pas, vous parlez tout à l'heure. Oui, que les grandes-mères aussi n'ont pas, mais il faut se dire que lorsqu'une femme se retrouve seule avec ses enfants, alors là, cette rigueur, elle l'a, cette autorité, elle l'a, pour l'équilibre de son enfant. On entend souvent dans les familles monoparentales, je suis à la fois ton père et ta mère. On entend ça. Le genre de propos qui ne sont jamais avancés de façon pacifique, j'ai envie de dire, parce que je vais en venir là-dessus. Oui, Madame Zoubou, j'allais en venir, parce que lorsque nous préparons cette émission, on a rencontré des jeunes qui étaient, j'ai envie de dire, frustrés, détruits dedans d'eux. Il y a même une histoire qui court sur la toile que je ne vais pas oser énoncer parce que j'estime qu'elle est un peu trop tragique, justement parce qu'une femme qui nourrit ses enfants, qui se bat, elle passe son temps à rappeler que bah oui, ton père nous a abandonnés, ton père a fait ceci, c'est mon salaire, je suis à la fois le père et la mère. Non, mais on peut pas être à la fois le père et la mère. C'est parce qu'elle est brisée psychologiquement. Elle est en train de briser
briser la vie d'un enfant. Oui, bien sûr. On va écouter Douaïd, apparemment il a des choses à dire. En fait, je ne sais pas si c'était un plan, Marvin, mais tu as invité 2 orphelins sur ton plateau. Moi, je suis également orphelin de père. Et je pense que la question qu'il faut se poser, parce que le but même de l'émission, c'est pouvoir édifier, pouvoir communiquer. Enfin, le fait de mettre ces questions-là en exergue permet de mieux s'approprier le contexte. Alors, dès ce moment, si vous permettez, parlez avec votre cœur. Parlez-nous de votre expérience. Oui, j'en viens. Parlez-nous de vos douleurs. Je vais essayer parce que, en fait, moi, ce que je pense par rapport à la question, c'est que ce qui a souvent causé problème à ce genre de famille, c'est l'apitoiement sur le sort. C'est-à-dire qu'on fait face à certaines situations et puis on se dit, voilà la situation, je ne peux pas faire autrement et puis je suis obligé de la subir. Et c'est ça, la vraie question de la monoparentalité, c'est ça. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il ne faut pas dire, c'est un fait et puis on doit subir la chose. Je pense que, tout au contraire, ce qu'il est important de se dire, c'est que, voyons le résultat. Tu as été victime du fait que ton père soit décédé. C'est la situation, il faut accepter les faits tels qu'ils arrivent. Mais là, ce que l'on va juger plus tard, c'est ta capacité à avoir surpassé cette étape de ta vie. Je pense que aujourd'hui, je suis orphelin de père, mais je n'ai pas l'impression d'être un déséquilibré. Alors, loin de là. Au contraire, je pense même que c'est une expérience qui m'a permis de me focaliser encore mieux sur mes objectifs, avoir encore un poids sur la tête pour me dire que je dois réussir parce que de loin, quelqu'un me regarde et fait attention à ce que je fais. Et je peux vous dire que j'ai encore un peu plus peur en sachant que mon père est mort qu'il soit en vie, parce que je sais que s'il est en vie, il est à la maison. Et par contre, lorsque je sais qu'il est décédé, je me dis, il est partout avec moi, donc il voit un peu ce que je fais. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on va juger le concept de la monoparentalité sur le fait de ce qu'il en vient des enfants, ce qu'il en vient de la famille. Parce que ce qui cause aussi problème, c'est que dans certains cas, lorsque la dame, la veuve se retrouve dans cette situation, c'est que parfois, financièrement, ça ne va plus. Sur le plan de l'éducation, ça ne va plus. Mais c'est l'une des conséquences de la monoparentalité. Mais ce n'est pas une norme pour se dire que finalement, lorsqu'on est dans une famille monoparentale, on ne peut pas progresser, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas devenir quelqu'un. Moi, ce que je pense, c'est que la monoparentalité, c'est un fait qu'on doit accepter. Si ça arrive, on l'accepte, mais on doit pouvoir se relever et combattre cette situation. Après, c'est mon humble avis, quelqu'un pourra dire autre chose. Bon, alors certainement, le veuvage... Oui, effectivement. Et là, je faisais allusion à mon cas. Qui élève les enfants. Oui, effectivement. Et Karel le disait si bien tout à l'heure, on peut très bien vivre dans une famille avec papa, maman et être complètement brisé, subir beaucoup de choses et être complètement brisé. Alors justement, de cette monoparentalité, il parlait du veuvage, mais à côté du veuvage, il y a plusieurs autres il y a le divorce origines, des parents, plusieurs autres causes de divorce des parents. Entre autres aussi le deuxième bureau. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si c'est une expression qui est utilisée en Côte d'Ivoire. Karel peut bien nous édifier là-dessus. Alors, le deuxième bureau, en fait, c'est un peu ce que les Gabonais appellent la tease. Mais on dit aussi deuxième bureau ici. Ok. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est une famille parallèle, celle qui est légale. Donc, une famille légitime, comme on dit, qui est issue d'un adultère. Donc, une autre femme, autre que celle qu'on a épousée légalement. Et qui, dans la plupart des cas, donc le deuxième bureau a cette spécificité-là d'être stable aussi. Voilà, c'est pas une aventure passagère en tant que telle, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui on essaie de construire un temps soit peu. Je pense que c'est un peu ma définition du deuxième bureau, mais après... Karel, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, dans ton avenir marital ou conjugal, je sais pas, c'est selon, tu t'imagines deuxième bureau? C'est une question, hein? C'est personnel, Marvin. Oui, je sais qu'elle le partage avec nous. Oh non, j'espère pas en fait, parce que quoi qu'on dise, il y a cette frustration après d'être un deuxième bureau. Déjà une frustration légale, dans la mesure où on n'est pas... On n'a pas la garantie du mariage, on a la frustration qui est sociale aussi. Le fait d'être pointé du doigt comme celle qui brise un foyer, comme étant celle qui s'incruste en deux genres. Il y a aussi le fait que dans ce cas-là, l'enfant, justement, c'est un enfant naturel. Donc, devant la loi ivoirienne, il n'y a pas de présomption de paternité à l'égard du père présumé.
Donc il y a ça aussi qui rend assez déséquilibré l'avenir de l'enfant. Et puis bon, j'estime pour ma part que l'homme a le droit d'avoir son mari, un mari. D'abord, c'est intéressant cette question parce qu'il y avait le débat de la polygamie très récemment en Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est pas pour tout de suite qu'elle sera légalisée. Merci bien, Karel Goli. Allons-y avec Patrick Bétomé. Lorsqu'on parle de deuxième bureau, l'expression est la même au niveau du Bénin? Alors, moi, je n'ai pas une compréhension aussi large que celle qui a été évoquée tout à l'heure. Pour ma part, moi, je pense que deuxième bureau veut simplement dire désigner une relation extra-conjugale, avoir une maîtresse, voilà. Et, enfin, cette solution-là qu'on a quand tout ne va pas bien au foyer, voilà. J'ai bien compris. Alors, Madame Djougou, vous comprenez justement cette monoparentalité comme étant une avancée de modernité? Avancée de modernité, non, peut-être pas, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'autonomisation de la femme, et il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes, aujourd'hui, qu'elles soient africaines ou pas, qui pensent qu'elles peuvent élever toutes seules leurs enfants si l'homme n'est pas présent. Non, bien sûr, si l'homme n'est pas présent, ça il faut le dire. Et puis il faut aussi voir, c'est vrai, on parle beaucoup des femmes, mais qu'en est-il des hommes? Qu'en est-il des hommes? Lorsqu'on voit monoparentalité, c'est plus souvent la femme qui se retrouve toute seule avec. Non, mais après, c'est pas faux ce que vous dites, et c'est peut-être, j'ai envie de dire, peut-être parce que c'est la femme qui a porté le bon bain 9 mois durant. Après, il y a des hommes qui se retrouvent abandonnés avec les enfants. On peut quand même mais c'est quand même, oui, d'accord, ça arrive. Mais lorsqu'on voit la monoparentalité, c'est très très souvent la femme. De façon générale. Et c'est toujours très souvent la femme qui se plaint, qui envoie des pamphlets à l'enfant. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas énoncer cette histoire, que quelqu'un d'autre le fasse, s'il vous plaît. Cette histoire qui a couru actuellement, sur Facebook, de cet enfant qui s'est donné la mort parce que sa maman lui répétait sans cesse que ça cause de toi que papa est parti, j'aurais pas peut-être dû te laisser naître. Bon, après, moi je pense que les torts, les torts sont vous voyez que partagés. tout cela est centré, j'ai envie de dire, sur le fait que le mariage ou l'union de cet homme et de cette femme a été brisé, Madame Djougou. C'est à l'origine de ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme. C'est parce que d'abord la maman, la dame elle-même, elle est brisée en fait. Je pense que la dame, elle est brisée et elle, comment dire ça, son bonheur, il faut, même dans un foyer, le bonheur, si vous voulez donner du bonheur à l'autre, commencez d'abord par vous-même par être heureux. Okay. Et dites-vous que votre bonheur dépend d'abord de vous-même et pas de Marvin ou d'Edou. Parce que lorsque votre bonheur dépend de Marvin, le jour où Marvin part ou alors va au ciel, vous serez complètement détruite. Et les enfants comptent sur vous. Il leur reste un seul parent et ils comptent sur ce parent-là. En fait, c'est ce qu'il faut se dire, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et lorsqu'on est brisé, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut donner à quelqu'un d'autre? Lorsque nous-mêmes, à l'intérieur, on est brisé, on ne donne que ce qu'on a à l'intérieur de nous. Lorsqu'à l'intérieur de nous, on est équilibré, on a du bonheur, on le transmet aux autres. Lorsque vous êtes complètement brisé, que psychologiquement, ça ne va pas à l'extérieur, rien n'ira. Et même lorsqu'on parle des enfants qui sortent des familles monoparentales brisées, c'est parce que la famille elle-même, elle est déjà brisée de l'intérieur. Même lorsqu'il y a papa et maman, les enfants sont brisés parce que la famille elle-même, déjà, il y a une rupture. Et l'enfant lui-même ne se retrouve pas. Si on va du principe que la famille, l'enfant peut avoir l'équilibre dans la famille, il se construit par la famille, c'est le premier, c'est l'exemple qu'il a de la société, c'est le premier lieu de socialisation. Si ce lieu ne peut pas te donner la sociabilité qu'il faut, si tu ne peux pas avoir l'équilibre, mais tu es brisé. Et c'est ce que tu vas ressortir quand tu iras hors de la famille, c'est ce que tu vas emmener en fait. C'est ça malheureusement. Après pour aux parents de faire un effort. Après, pour rebondir à ce que Madame Mireille disait, moi je pense que le rôle du père est aussi important que celui de la mère. Après moi, ce que je pense, c'est que il faut avoir la capacité, parce que là ça relève maintenant de la capacité à chacun de pouvoir gérer ce genre de situation. Donc après,
lorsque on sait de la même façon que l'homme peut mourir ou que la femme peut mourir, l'homme aussi a cette incapacité-là, dans certains cas, de pouvoir éduquer un enfant lorsque sa femme décède. Donc il revient simplement à la personne qui reste avec les enfants de pouvoir gérer la situation. Là, on ne fait plus cas du fait que voilà, ça relève de la question de la composition de la famille. Non, ça relève maintenant de la force que l'on a de pouvoir surmonter ce genre de situation. Et c'est simplement pour rebondir à ce que Mme Mireille disait. Et on peut par exemple faire appel à des psychologues. Il y a des psychologues qui sont là, même dans les établissements scolaires. Les psychologues aussi servent à ça, à identifier justement des enfants qui sont brisés, parce que ça a des répercussions sur la scolarité des enfants. Et même il y a des conseillers matrimoniaux qui sont là. Il y a, je pense, pas mal de spécialistes qui sont là pour accompagner les familles monoparentales, pour accompagner les enfants qui sortent de ces familles-là. Lorsque nous préparons cette émission, il y a quelqu'un qui nous disait justement que le macronisme, c'est l'expression qui a été utilisée, le macronisme, que chacun comprenne ce que ça veut dire, mais l'écart d'âge qu'il y a souvent entre certains conjoints fait justement qu'ils sont présupposés justement à tomber dans la monoparentalité très tôt. Qu'est-ce que vous pensez justement de nos jeunes sœurs, très généralement, je ne parlerai pas de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui justement s'engagent dans des relations avec des personnes qui ont 20 ans à pratiquement de plus qu'elles? Alors, merci beaucoup. La question m'amuse un peu. Je ne sais pas si vous pouvez en rire, Monsieur Patrick. Je ne sais pas si j'ai une réponse adéquate à y apporter. Après, on dit que l'amour n'a pas d'âge. Et malheureusement, on ne peut pas avoir de jugement quand il s'agit d'amour. Si tant est que, justement, c'est ce sentiment-là qui unit la jeune fille à un homme plus âgé qu'elle, ou même le jeune homme à une femme plus âgée que lui. De toutes les façons, c'est que dans tous les cas, la mort est imprévisible, le décès est imprévisible. Et même être avec un partenaire de même âge ne garantit pas que l'on ne va pas tomber dans la monoparentalité. Donc, je pense qu'il y a ces cas de monoparentalité qu'on ne contrôle pas, qui sont des faits, qui sont du fait de la vie, du fait de la nature. Et ce qu'il faut reprocher quand on parle de monoparentalité, ce qu'il faut évoquer surtout, ce sont le cas aujourd'hui de mère célibataire, voilà, d'un père qui renie son bébé et finalement la mère qui garde l'enfant. Donc ce sont ces cas-là beaucoup plus qui reflètent les réalités ou plutôt les incidences sociales de la monoparentalité sur la société. On va se rendre à l'évidence que les raisons, elles sont multiples et on ne peut pas peut-être toutes les citer. Mais est-ce que vous encouragerez le fait qu'une maman, une femme puisse faire grandir son enfant toute seule? Est-ce que vous encouragerez cette tendance-là? Le fait qu'une femme puisse éduquer seule son enfant? Oui. Ah mais si les conditions ne s'y prêtent pas et qu'elle est seule à être apte à suivre l'enfant, bien évidemment qu'il faut l'encourager. Je ne souhaite pas que ce soit que l'on fasse cette option-là, éloigner le père pour pouvoir seul éduquer son enfant. Mais il y a des situations dans lesquelles les femmes se retrouvent seules devant un cas de grossesse et du coup elles sont obligées d'éduquer les enfants toutes seules. On ne peut pas leur reprocher de prendre leurs responsabilités. C'est bien compris. On va traverser avec Karel Goli qui va donner très rapidement ses impressions sur le phénomène que je venais d'énoncer, parlant du macronisme. Je vais rejoindre Patrick pour dire en fait qu'après des choix personnels ne se jugent pas forcément parce qu'ils dépendent véritablement des circonstances, du contexte, voilà, mais j'aime aller surtout sur le plan de la sociologie, surtout ce macronisme-là, lorsqu'il est la tendance, la femme plus jeune et l'homme plus âgé en fait. On a l'impression en fait que l'homme, ou ce qu'on nous a dit, c'était que l'homme incarnant une unité, il devait justement avoir cette figure paternelle. Donc, étant donné que celui qui est censé être le chef de famille, on doit porter le nom, il doit s'occuper de ceci, il doit s'occuper de cela.
Donc la tendance est d'aller vers un homme déjà plus âgé, plus accompli, donc il pourra justement répondre à ces exigences. Donc il y a ceci qui explique cela. Il y a aussi le fait que voilà, certaines femmes sont naturellement, ou certains hommes sont naturellement plus attirés vers des gens d'un certain âge, à des choix personnels. Voilà. Edou Hyde, l'animateur 2.0, on vous écoute. Oui, justement, en fait, je voulais revenir sur un concept un peu très important. Okay. Je veux dire, on a la fâcheuse habitude de souvent tout remettre sur le modernisme, c'est-à-dire que tous les maux de la société ont pour seule raison le modernisme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le vrai rôle du modernisme dans ce qui se fait dans la société, c'est de vulgariser ce qui se faisait déjà. Parce que lorsqu'on parle de macronisme, comme vous l'avez si bien dit, c'est le fait de sortir avec quelqu'un de moins âgé ou de plus âgé, enfin un écart d'âge assez important. Okay. Mais vous conviendrez avec moi que dans notre culture, il y a, bon, peut-être pas ici au Gabon de façon générale, mais dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, où on voit par exemple une jeune fille qu'on attribue à un homme de 40 ans, 50 ans de plus qu'elle. Ce sont des faits qui existent déjà depuis, mais qui aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle le modernisme, on peut l'observer. Donc je veux dire, on a cette fâcheuse habitude de dire que voilà, c'est le modernisme qui organise tout ça. Non, le modernisme est là pour vulgariser, c'est-à-dire que grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télé, à la radio, à tout ce qu'on voit, on a la capacité de voir ce qui se fait ailleurs. Donc tout simplement pour dire que, comme Patrick le disait tout à l'heure, on ne peut pas juger l'amour. Moi, ce que je pense de ces faits-là, c'est que quelqu'un qui a le même âge que sa partenaire n'est pas plus légitime d'élever un enfant que quelqu'un dont les âges sont écartés de façon... Tout ça pour dire quoi, qu'il y a des familles où les parents ont des âges corrects, mais vous vous retrouvez avec des histoires où le père viole son enfant. Est-ce qu'il a plus de légitimité que, par exemple, moi, qui a une petite amie de 10 ans de plus que moi et qui a un enfant et qui l'élève bien? C'est un exemple. Okay. Tout simplement pour dire que tout est relatif. Et tout ce qu'on appelle norme s'adapte à un certain contexte. Personne n'est plus légitime que d'autres. Parce que vous voyez, il y a certaines réalités dont il faut vraiment prendre compte et qui permettent à ce que les choses se fassent correctement. Madame Djoubou, je vais aller tout de suite vous révéler une réalité qui est justement une sorte de conséquence liée au fait qu'il y ait plusieurs familles monoparentales dans nos sociétés. C'est ce phénomène-là a tendance à encourager la débauche. J'ai envie de dire quoi? Que l'enfant se retrouve quelquefois au milieu. C'est-à-dire pendant que vous pensez que votre très belle fille est chez votre papa et pendant que papa pense qu'elle est chez maman, souvent l'enfant se retrouve à dormir ni chez papa ni chez maman. C'est une réalité qui m'a été révélé par un jeune compatriote pendant qu'on préparait cette émission. Une façon de soutenir l'idée selon laquelle il y a des conséquences au fait qu'il y ait des familles monoparentales dans nos sociétés. Enfin, bien sûr, il y a des conséquences à vivre dans des familles monoparentales, comme il y a des conséquences à vivre dans des familles avec papa, maman. Je ne crois vraiment pas, je ne pense pas que le fait de vivre dans une famille monoparentale ait plus de conséquences que dans une famille. Ça dépend de plusieurs paramètres. L'amour que vous recevez, comment votre famille se comporte. Je pense que c'est tout ça plutôt qui provoque des conséquences sur l'agissement, sur l'attitude des enfants. C'est l'environnement. Nous sommes le produit de notre environnement, tous autant que nous sommes. Que nous ayons été dans des familles monoparentales ou avec papa, maman, ou même peut-être avec des tuteurs, nous sommes le reflet de notre environnement. Donc les conséquences qui peuvent y avoir, ce sont des conséquences de l'environnement dans lequel l'enfant vit. Et puis après, il y a des enfants qui, même lorsqu'ils sont chez papa et maman, qui disent écoute maman, je vais passer le week-end chez Karel, et qu'elle ne va pas chez Karel. Est-ce que ce serait la conséquence du fait qu'elle soit avec papa et maman? Non, je pense qu'il n'y a rien de lié. N'importe quel parent peut devenir demain, peut demain vivre seul avec ses parents. Tu peux aujourd'hui être marié, ton mari décède, peut-être que tu ne vas pas te remarier, tu seras dans une famille, tes enfants vont vivre dans une famille monoparentale. Tu peux être marié aujourd'hui, tout va bien, et puis quelque chose peut arriver, vous vous séparez, peut-être vous entendez plus, vous vous séparez, tes enfants vont vivre dans une famille monoparentale, que ce soit avec toi ou avec le père, tes enfants vont vivre dans une famille monoparentale. Mais c'est comment répond-on
à cette vie dans la famille monoparentale. Je pense que c'est plutôt ça qui peut conditionner un enfant. Comment réagit-il à cette vie, à cette situation? C'est plutôt ça. Comment le parent qui élève seul l'enfant réagit à la situation? Oui, s'adapte à la situation. S'adapte à la situation. C'est ce qui va provoquer, qui va permettre l'équilibre de la stabilité de l'enfant ou des enfants dans la famille. Le macronisme n'intervient pas dans la famille monoparentale. Comme le disait Karel, ce sont des choix personnels. Ce sont des choix personnels. Ça y va de chacun, et on ne peut même pas interférer dans ces choix, parce qu'on peut très bien être avec quelqu'un de la même génération et ça peut très mal se passer. Et ça peut très mal se passer. Et là, c'est vraiment la lecture de chacun de nous. Les questions humanitaires sont justement le credo de notre très chère amie Laetitia Goli, excusez-moi. Allons lui demander justement si elle est du même avis que Madame Zougou, parlant des conséquences liées aux familles monoparentales. Je partage son avis. Je pense qu'il y a des conséquences à vivre de manière séparée entre parents, mais je ne pense pas que les mauvais comportements d'un enfant sont à attribuer justement à son modèle de famille. Dans la mesure où on peut trouver des gens qui sont dans de bonnes familles, qui ont reçu de bonnes éducations, moi je connais, et qui, à la longue, développent certains comportements. La famille, le premier espace de socialisation, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Dans la socialisation de l'individu, il intervient avec les autres. Il intervient l'exemple. Et c'est pour ça que, dans le terme de propos, j'ai dit qu'il y a aussi ce que les médias nous montrent. Qu'est-ce qu'en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'en tant que parent, on laisse interagir avec les enfants. Il y a les fréquentations, il y a l'école, parce que lorsqu'il y a, vous avez un enfant et qu'il est né, vous vous évertuez à lui donner la meilleure éducation qui soit, en fait, je pense. Mais lorsqu'il sort aussi, il rentre en contact avec d'autres éducations, il rentre en contact avec d'autres exemples. Et cela peut influencer son comportement. Et dans une peut-être, et là je mets vraiment cela, j'entoure cela avec précaution, peut-être que la famille monoparentale, mais je ne pense pas. Après, ce que moi je demande aux parents dans ces situations, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Moi, je ne pense pas que des parents qui s'entendent, des parents qui s'entendent, qui s'écoutent, qui sont parfaitement ensemble pour éduquer un enfant, l'enfant puisse dire « je suis chez papa » alors qu'il n'est pas là-bas, « je suis maman » alors qu'il n'est pas là-bas. C'est que quelque part, au niveau des parents, il y a une rupture. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours différencier les relations. La relation papa-maman est différente de la relation papa-enfant et maman-enfant. On peut ne plus être en couple, mais on reste des parents. Et ça, il faut comprendre cette notion. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché en tant que couple qu'en tant que parents, ce ne doit pas marcher. On n'est plus un couple amoureux, mais on est un couple de parents. Et pour que la monoparentalité puisse passer, en tant que couple de parents, ça puisse faire la paix. Pour moi, c'est vraiment parce que c'est plus délicat. Il y a un qui est plus présent, il y a un qui est voilà. Donc souvent, celui qui est absent a tendance à peut-être être plus permissif. Mais il faut pour moi être de parents qui a les mêmes valeurs, qui partagent la même éducation. Et voilà, pour moi, ça peut marcher. Patrick Sénou-Thomas, vous ne vous trompez pas, le micro est le vôtre et je vais vous écouter par rapport à cette question. Et par après, j'aimerais quand même vous demander à vous, puisque vous ne vous êtes pas prononcé en début d'émission, quel est selon vous le rôle qu'un père doit jouer dans un foyer? Que représente justement le rôle du père dans un foyer pour vous? Vous êtes un papa en devenir. D'accord, merci Marvin. Alors sur la question déjà posée, je pense que l'incidence du type de famille sur l'enfant n'est pas forcément alliée avec la monoparentalité. Comme disait Karel, on a des enfants qui sont nés dans de bonnes familles, en fait, dans des familles normales et qui pourtant ont développé des comportements, on va dire, antisociaux.
De toutes les façons, il faut à ce niveau identifier deux facteurs, des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes, quel que soit le type de famille, c'est au type d'éducation que l'enfant a reçu. C'est-à-dire qu'on peut être dans une famille monoparentale et pourtant avoir une mère ou un père qui nous apprend à avoir de l'assurance, à être confiant en nous, qui nous apprend à affronter nos peurs, à affronter le public, à parler en public, à donner notre opinion. Dans le même temps, on peut avoir un enfant né dans une famille normale, chez qui on cultive de la peur, la crainte. Vous voyez, dans ces deux cas-là, un enfant sera né dans une famille normale et pourtant va développer plusieurs troubles psychologiques par rapport à un enfant qui est né dans une famille monoparentale. Et puis pour en venir au rôle du père dans la famille, de plus en plus nous adoptons les concepts de coparentalité. Du coup, on suppose que les parents partagent les mêmes rôles, c'est-à-dire celui d'éduquer l'enfant. Il est vrai que traditionnellement chez nous, voilà, le papa, le père est comme le bailleur de la famille, c'est lui qui finance, pendant que la mère s'occupe de l'éducation, de l'instruction de l'enfant. De plus en plus, ce n'est plus ça, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des mères qui contribuent énormément aux charges de ménage. Il y a également des pères qui apprennent de plus en plus à s'occuper de l'enfant, à prendre soin de l'enfant, à laver le bébé, voilà, etc. Du coup, aujourd'hui, on va dire que le père va représenter la figure partenaire, c'est-à-dire que l'enfant va rechercher chez son père, voilà, les qualités de l'homme, voilà, par rapport à la relation homme-femme. Sinon, au-delà, il peut développer cette figure-là chez n'importe quel autre quand le père est absent. Alors, je vais demander comme ça à M. Patrick Sénoumé-Tomé et à Edou Hyde, à qui je vais passer la parole d'un moment à l'autre, de bien vouloir prêter attention à ce que je vais dire. Hein. C'est un paternel qui nous a prêté cette astuce, disant que devenir un homme, ça s'apprend. Et à ce propos, un homme, c'est celui-là qui, en tout cas les femmes qui sont sur le plateau vont nous donner raison ou tort. Un homme, pour devenir un homme, entre autres, hein, un homme, c'est celui-là, quand les femmes sont à la cuisine en train de préparer, n'entre pas pour ouvrir les marmites. À vous la parole. Donc vous nous donnerez raison ou tort par rapport à ça. C'est un paternel qu'il a partagé avec nous. C'est une astuce. Hein. Voilà, nous sommes des hommes. Voilà, on a des foyers à gérer. Et voilà, c'est ça un homme. C'est ça un homme. C'est loin d'être une astuce. Je dirais que c'est plus une accusation qu'autre chose. Donc, mais après, cette phrase évoque quelque chose de très particulier, c'est-à-dire le rôle qu'occupe l'homme dans la famille. Après, moi, pour répondre à cela, j'aimerais simplement pouvoir dire que le rôle de l'homme est aussi important que celui de la femme. Ça, je ne changerai pas d'avis sur cette question, mais aussi ajouter que l'homme apporte cet aspect sécurisant-là auprès de la femme. Il apporte cette rigueur. Lorsqu'on sait que la dame ou la femme en général est souvent celle-là qui caresse l'enfant dans le sang, je parle en général, qui caresse l'enfant dans le sang. Elle est très douce, oui. Voilà, donc il y a l'homme. C'est pourquoi elle ne peut pas gérer seule la vie des enfants. Mais non, poursuivez dans votre, excusez-moi, dans votre argumentaire. Voilà pourquoi je dis l'homme est très souvent là. Je parle de façon générale parce que je ne parle pas de façon absolue, mais de façon générale, l'homme apporte cette rigueur-là. Voilà, c'est aussi un symbole de force. Hein, oui, bien sûr. Vous avez affaire à une famille et qu'il n'y a pas de papa, vous comprenez que c'est assez facile, mais il y a aussi des femmes un peu compliquées à gérer. Donc cette sécurité. Y entrer. Voilà, donc il y a ces aspects-là que l'homme a l'habitude d'apporter dans les foyers, mais après, il faut le dire, la femme a la capacité de s'adapter. Moi, je ne me présente pas comme un modèle, mais je vais le dire humblement, je me présente comme un exemple. Un exemple dans le sens où j'émane d'une famille, j'ai été élevé par ma mère, donc avec qui j'ai 16 ans d'écart. Vous imaginez, c'est pas très évident. Voilà, donc je suis un exemple que c'est possible. Aujourd'hui, avec quelques dérapages, j'ai su me relever parce que ça n'a pas été facile. Déjà, je viens d'une famille assez modeste, donc ça n'a pas été facile. J'ai reçu de bons conseils de mes oncles, de mes tantes. J'ai moi-même aussi pris le temps de faire une introspection, de me dire que voici ce qui m'est offert en tant qu'individu d'abord, pas en tant que fils ou en tant que
Orphelin, non, je ne me suis pas considéré comme en tant qu'orphelin, je me suis considéré comme un individu. Comment est-ce que j'affronte la société face à ce que j'ai subi? Et c'est ce qu'on attend des orphelins, c'est ce qu'on attend des familles monoparentales ou autres. C'est le résultat. Donc à chacun la possibilité de pouvoir s'adapter aux situations et pouvoir surmonter. Alors, Monsieur Patrick, nous tendons vers la fin de cette interview. En quels mots vous souhaiterez la terminer? Alors, moi, je vais dire simplement que l'enfant a besoin de sentir toute l'attention de la mère pour découvrir sa puissance, mais il a aussi besoin des interdits de son père pour connaître ses limites et apprendre à faire attention aux autres. Et donc, c'est dire que cette complémentarité-là permet à l'enfant de se développer, de s'épanouir et puis de mieux s'adapter par rapport aux facteurs externes de la société que sont les médias, etc. Mais quand cela n'est pas et qu'on est dans une famille monoparentale, il faut savoir que ce n'est pas perdu parce que ce n'est pas la fin. On peut éduquer son enfant, être seul, éduquer son enfant et pouvoir lui rapporter l'essentiel dont il a besoin pour grandir, pour se développer, venir et réaliser. Merci Monsieur Patrick Bentomé, je suis très admiratif de votre phrasé, c'est très bien. On va passer à Monsieur Edou Hyde, animateur 2.0. Nous sommes en train de terminer cette émission. Qu'est-ce que vous souhaiterez nous dire pour ce faire? Écoute Marvin, c'est comme tu l'as dit, c'est Edou Hyde, l'animateur 2.0, et justement pour revenir dans le cadre de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le mariage, la famille monoparentale. Le mariage, vous aimez bien le mariage, hein? La famille monoparentale. Okay. Il faut simplement retenir que pour moi, ça a été une force. Le décès de mon père a été une force, a été une source de motivation. Donc, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il faut simplement se dire que ce qui arrive aujourd'hui à quelqu'un peut arriver à d'autres, et puis etc. Ça arrive à tout le monde. Ce sont des situations qu'on devrait simplement pouvoir gérer de façon à ce que on soit fier de ce qu'on a obtenu au final. Parce qu'on traverse des périodes difficiles. Moi, il m'arrive parfois d'être simplement déprimé par le fait de ne pas avoir mon père, de ne pas pouvoir lui dire des choses, de ne pas pouvoir partager des choses avec lui. Mais ça reste une force de me dire que voilà pourquoi j'insiste toujours sur le fait qu'on m'appelle Edou. C'est pas un hasard, c'est fait exprès. Et puis pour terminer, soyez chaque jour la version améliorée de vous-même. Soyez 2.0 mais pas l'animateur. C'était Edou Hyde, l'animateur 2.0. À la prochaine. Madame Doubou, le micro est à vous. Je vais m'adresser aux mamans, aux mamans qui élèvent seuls les enfants. Vraiment, il faut chaque jour trouver la force, je le redis, trouver la force de subvenir aux besoins des enfants, d'accompagner les enfants et puis de ne jamais hésiter à faire appel à toutes les personnes qui sont autour, parce que lorsqu'on parle de famille, c'est beaucoup d'individus, c'est la famille spirituelle, et ça joue un grand rôle spirituel dans l'épanouissement d'une personne. Et les mamans, déjà la femme est un être spirituel. Je n'ai pas dit que l'homme n'était pas un être spirituel. J'ai dit la femme est très spirituelle. La femme est un être spirituel, donc elle a cette capacité de s'adapter, je dirais, à toutes les situations, et elles doivent le faire. Surtout les femmes africaines qui déjà sont des femmes très fortes, qui font, comme on dit, ce sont elles qui tiennent l'économie du continent, et qu'elles fassent aussi l'essentiel pour que la famille africaine, pour que nos familles africaines soient des familles où on trouve des enfants équilibrés. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent de la jeunesse, et les jeunes ont besoin d'être équilibrés. Donc nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions avec Madame Mireille Nzoumu. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Marvin de m'avoir invité. Merci Edou, et également à Karel et Patrick. Monsieur Edou Hyde, l'animateur 2.0, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ce sera toujours un plaisir d'être là et de partager des moments comme ça. J'ai beaucoup appris, j'ai aussi beaucoup découvert. Donc voilà, on se fera le plaisir d'être là un peu plus souvent. Merci bien, merci à tous et à toutes, merci d'avoir regardé cette émission. En retenant quand même ce qu'on nous a enseigné à la petite école, c'est que la famille restreinte reste le modèle type de famille. Mais quel que soit le type de famille dans lequel on se retrouve, soyons courageux pour affronter la vie. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique et merci d'avoir été avec nous.